Donald Trump annonce un cessez-le-feu total entre Israël et l'Iran. Après une nuit de frappe, Téhéran et Tel Aviv confirment la trêve. L'Union européenne va demander des comptes au gouvernement israélien sur les violations des droits de l'homme à Gaza. Selon Kaja Kallas, Tel Aviv a violé l'article 2 de son accord avec Bruxelles. Les Européens sont-ils en faveur d'une hausse des dépenses de défense ou du soutien à l'Ukraine? Un récent sondage prend le pouls de l'électorat. Le président américain Donald Trump a annoncé tôt mardi qu'un cessez-le-feu complet et total entre Israël et l'Iran a été pleinement accepté et est désormais en vigueur. L'annonce a été faite sur la plateforme Truth Social juste avant son départ pour La Haye, où il doit participer au sommet de l'OTAN. Selon lui, la trêve sera progressive et l'Iran commence par mettre fin aux hostilités pendant 12 heures, suivi ensuite par Israël. Une fois que les deux parties auront interrompu leur opération militaire, Donald Trump prévoit de déclarer la fin officielle de ce qu'il appelle la guerre de 2 jours. Le président américain affirme également que le cessez-le-feu a été négocié avec l'aide du Qatar. Suite aux déclarations de Donald Trump, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé sur X qu'aucun accord formel n'avait été conclu, mais a précisé que si Israël cessait les agressions, l'Iran ne poursuivrait pas ses représailles. Il a ajouté que la décision finale sur l'arrêt des opérations serait prise plus tard. Quelques heures après, les médias d'État iraniens ont confirmé que le cessez-le-feu était en vigueur. Enfin, côté israélien, le gouvernement affirme avoir atteint tous les objectifs de sa guerre contre l'Iran. Entre-temps, les frappes ont continué jusqu'à 4 heures du matin, heure de Téhéran. 9 morts en Iran, 4 en Israël dans la nuit de lundi à mardi, après l'annonce du cessez-le-feu, mais avant son application. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à Moscou ce lundi. Le ministre des Affaires étrangères aurait remis une lettre du guide suprême iranien à Vladimir Poutine. Objectif, assurer un soutien accru du Kremlin. Il a affirmé que ce rendez-vous devait permettre à l'Iran et la Russie de coordonner leurs positions sur la crise actuelle au Moyen-Orient. Lors de la visite, le président russe a assuré que la Russie essayerait d'aider le peuple iranien, mettant en avant des relations à long terme, bonnes et fiables entre Moscou et Téhéran. Jusqu'à présent, le président russe avait seulement appelé au calme, ajoutant que la Russie était prête à jouer un rôle de médiateur sur la question nucléaire. Bruxelles va demander des comptes au gouvernement israélien sur l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, selon Kaja Kallas. La chef de la diplomatie européenne a déclaré que les ministres européens des Affaires étrangères pourraient discuter de mesures supplémentaires en juillet si Tel Aviv n'améliore pas la situation dans l'enclave. The review is very clear, and we have to improve the situation that Israel has been breaching the Article 2. It is not intended to punish Israel, but to trigger concrete improvements for the people and the lives of people in Gaza. Ces discussions interviennent à un moment où les tensions régionales s'exacerbent, notamment depuis l'attaque lancée par Israël sur le programme nucléaire iranien. Un récent rapport de la Commission montre qu'Israël a violé l'article 2 de son accord avec l'Union européenne en matière de respect des droits de l'homme. Le texte mentionne le blocus de l'aide humanitaire, le nombre élevé de victimes civiles à Gaza, les attaques contre les journalistes, les déplacements massifs et les destructions causées par la guerre. De son côté, Tel Aviv a dénoncé les conclusions de ce rapport et a ajouté qu'il ne devrait pas être pris au sérieux ou utilisé comme base pour une action future. Si la situation ne s'améliore pas, la chef de la diplomatie européenne se dit prête à explorer d'autres options, y compris la suspension de l'accord. Une suspension complète semble toutefois peu probable, car elle nécessiterait l'approbation unanime de tous les pays de l'Union européenne. We are here in The Hague, and the final security measures have just gone into effect before the start of the NATO summit. Here in the city center, life continues as normal. Shops and restaurants are open, and as you can see, people are roaming the streets freely.
but just a few streets ahead, the first road closure can already be seen. This is Zeestraat, a popular street leading into the city center of The Hague, before the next few days completely closed off to the public. Just beyond these gates are several high-end hotels that have been booked out to host high-profile leaders attending the summit. This is the biggest security operation that the Netherlands has ever conducted. 27,000 police officers have been deployed, as well as 5,000 soldiers. The last time the country hosted a summit at a similar scale was the nuclear summit in 2014, which cost 24 million euros. This one is expected to cost over 180 million euros, quite a bit more. As we come closer to the summit venue, we begin to notice the major disruptions that the residents of the surrounding areas are facing. But the real deal is here at the World Forum, where the summit is taking place. People that live within the security boundaries have to pass through checkpoints like these anytime they want to enter or exit. At this checkpoint, people can pick up their daily newspapers, complete with coffee and croissants. Les électeurs européens sont en faveur d'une hausse des dépenses de défense. C'est ce que révèle une nouvelle étude du Conseil européen pour les relations internationales menée dans 12 pays membres. La nouvelle tombe à pic pour les dirigeants puisque l'augmentation du budget de la défense à hauteur de 5% du PIB des États sera au cœur des discussions au sommet de l'OTAN. La popularité d'une telle mesure était la plus forte en Pologne et au Danemark. A l'inverse, l'Italie est le seul pays où la majorité des personnes interrogées y sont opposées. Across Europe, there is a lot of appetite for European countries to spend more on defense and to do some very concrete steps, such as reintroduction of a mandatory military service or development of either a national or a European alternative to the US nuclear deterrent. Face à la menace d'un désengagement américain agité par Donald Trump, les Européens sont divisés sur la capacité de l'UE à assurer seule sa défense. Les plus pessimistes sont les Italiens. Seuls 34% estiment que l'UE pourrait se défendre seule en l'absence de Washington d'ici 5 ans. A l'inverse, les Danois et les Portugais sont les plus optimistes. 50% des Portugais et 52% des Danois pensent que l'UE en serait capable. Even if Europeans have no illusions about Donald Trump, are usually negative about him, and see in their majority America as being a broken political system, it looks that European citizens do not yet believe that European Union will really be able to become completely autonomous from America. Par ailleurs, la plupart des Européens soutiennent l'appui militaire de l'UE à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. Les flux migratoires en provenance de Libye vers la Grèce via Gavdos et la Crète continuent d'augmenter. Depuis plusieurs semaines, les gardes-côtes grecs, épaulés par Frontex, secourent chaque jour des centaines de migrants. Le week-end dernier, plus de 700 personnes ont été retrouvées à bord de bateaux de fortune. Face à la pression migratoire, le Premier ministre grec a décidé de déployer des navires de guerre dans les eaux territoriales proches de la Libye. L'objectif, freiner, voire stopper totalement les arrivées depuis cette nouvelle route maritime. Mais Athènes refuse de gérer seule cette crise. Le gouvernement grec affirme qu'il s'agit d'un défi européen et non seulement national. Le chef du gouvernement entend soulever la question en urgence lors du prochain sommet de l'Union européenne. Il appelle les 27 à une réponse commune, coordonnée et rapide face à ces flux en constante augmentation. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce week-end à Lisbonne pour le défilé de clôture de l'Europride 2025. C'est la première fois que cette célébration annuelle des droits des personnes LGBTQ a lieu au Portugal. Les participants ont défilé sur la célèbre Avenida da Liberdade pour
pour célébrer la tolérance et défendre la communauté LGBTQ face à l'essor des forces conservatrices en Europe et au-delà. Und in letzter Zeit, vor allen Dingen auch in Deutschland, müssen wir leider beobachten, dass es wieder Rückschläge gibt, massive Rückschläge, dass wir immer wieder überfallen, attackiert werden und unsere Rechte wieder eingeschränkt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute auch noch oder gerade heute wieder auf die Straße gehen und aufmerksam machen auf dieses Unrecht. A gente tem voz, as nossas vozes são mais altas do que as vozes de pessoa ignorante, de pessoa que usa ódio como ferramenta para poder. As nossas vozes são mais importantes, que é uma voz do amor, é uma voz da acceptance e temos que continuar a gritar mais forte que a extrema-direita. Le manifeste de l'événement rappelle que la marche des fiertés a été récemment interdite en Hongrie. Un député hongrois était présent au défilé pour attirer l'attention sur la répression menée par le gouvernement de Viktor Orban. No matter what our government says, no matter what the police say, we are going to be there a week from now in Budapest, and there will be more than 200 politicians joining us, more than 70 MEPs, more than 60 MPs. The mayor of Amsterdam is coming to Budapest, so it's going to be a very big international presence a week from now in Budapest, and I urge everyone to come and join us for Budapest Pride, because it's very important at a time of oppression to stand up and fight for our freedoms. L'interdiction de la marche des fiertés a suscité un tollé en Hongrie et dans de nombreux pays européens. Tenant tête à Viktor Orban, le maire écologiste de Budapest a décidé de maintenir le rassemblement ce samedi.